Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Pas d'impression. Ok, super. Merci pour le retour d'info. Eh ben, bienvenue à tous. Bienvenue au téléstaff du mois de septembre où on va parler du zona. Avant de laisser parole à notre experte, donc je vais représenter un petit peu le RVMA. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire en charge de la prévention du vieillissement. On travaille sur trois axes. Donc, l'optimisation et l'organisation des filières gériatriques, avec notamment le déploiement des hotlines gériatriques, la promotion et le maintien de l'autonomie, et le soutien des proches aidants, avec notamment le programme de prévention ICOP et le plan national anti-fuite qui est décliné à l'échelle régionale. Et l'axe 3 est consacré à tout ce qui est formation et recherche, avec notamment la newsletter qu'on a pu créer, la lutte contre la discrimination liée à l'âge, qui est l'agisme, la formation santé bucco-dentaire qu'on propose aux professionnels des EHPAD et les téléstaffs. Pour lequel vous êtes connectés aujourd'hui. Donc, merci de répondre présent. Donc, aujourd'hui, on parle du zona et pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Zoa Makaroun, qui est infectiologue au CHU de Tours, à qui je vais laisser la parole et qui va pouvoir présenter la pathologie. Zoa, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de partager ce moment avec vous pour parler donc du zona chez la personne âgée. Je suis donc infectiologue au CHU Tours et médecin responsable du centre de vaccination du département 37. Et donc là, on va parler du zona chez le sujet âgé. La diapo suivante. Oui. C'est quand. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce que le zona? En fait, le zona, c'est une infection à un virus qui s'appelle le virus de la varicelle et du zona. Donc, la première fois qu'on croise ce virus dans notre vie, dans l'enfance, souvent, on va faire la varicelle. On va guérir de la varicelle, mais on ne va pas se débarrasser du virus. Et ce virus va être latent dans les ganglions sensitifs et va se réactiver à l'occasion de plusieurs problématiques comme l'âge, l'immunodépression, le stress, le long des métamères sous forme de zona. Donc, ce qu'il faut savoir qu'en France, 95% de la population française est donc porteuse du VZV, puisqu'on a quasiment tous fait notre varicelle étant jeune, et donc sont à risque de faire un zona ensuite. La diapo suivante. Merci. Donc, cette maladie évolue en plusieurs phases. La première phase, ça va être la phase des prodromes, des symptômes, où du coup, on va avoir une douleur qui va être intermittente ou continue avec des sensations de picotement ou de démangeaison ou d'anesthésie sur la zone où il y a ces éruptions. Donc, l'éruption apparaît sous forme de vésicule, comme pour la varicelle. Après cette phase prodromique, va arriver la deuxième phase au bout de 15 jours à peu près, qui va être donc la phase aiguë, où on a une évolution vers des croûtes de ces lésions et une douleur associée. Ensuite, la phase des névralgies subaiguës, donc ce sont les douleurs post-zona qui vont donc être là présentes et qui peuvent disparaître. Et donc, on va parler de névralgie post-zostérienne quand ces douleurs persistent au-delà de 3 mois. Et donc, c'est cette problématique qui est majeure chez la personne âgée, même chez la personne jeune d'ailleurs, d'avoir ces douleurs persistantes qui durent longtemps, au-delà des 3 mois, donc, et qui peuvent encore durer même plusieurs années. Au niveau cutané, les vésicules ont disparu, mais il restera une trace, une cicatrice ou une pigmentation qui peuvent persister après la guérison de ces lésions cutanées. La diapo suivante. Donc, comment ça se passe en fait au niveau immunologique? Donc, pour se défendre contre le zona, c'est notre immunité cellulaire. Donc, ce n'est pas un taux d'anticorps, hein, c'est la stimulation de nos lymphocytes T qui nous permet d'éviter de faire un zona. Donc, sur ce graphique, vous avez donc l'âge en bas. Donc, on voit l'âge, quand il avance, donc on se retrouve
avec un vieillissement. Et sur leurs données, on a la réaction lymphocytaire T contre le virus de la varicelle et du zona. Donc, lorsqu'on rencontre la varicelle, on va fabriquer des cellules T qui vont défendre. Et au cours de notre vie, on va être réexposé à la varicelle, ce qui va permettre en fait de maintenir un taux de lymphocytes T suffisamment en mémoire pour pouvoir se défendre. Sauf qu'avec l'âge, à un moment, on a ce qu'on appelle l'immunosénescence, et donc cette protection lymphocytaire T va diminuer et descendre en dessous d'un seuil de protection, qui est du coup, lorsqu'on est en dessous, on va voir apparaître le zona. Et donc, du coup, pour éviter ça, bien sûr, il faut être vacciné contre le zona avant la survenue, ou après, on en parlera plus tard, pour stimuler l'immunité T cellulaire et donc avoir un seuil de protection suffisant. La diapo suivante. Donc, sur cette diapo, ça montre en fait que l'âge est un facteur de risque de faire un zona. Donc, vous avez en bas l'âge des personnes et l'incidence en ordonnée pour 100 000 personnes. Et donc, vous voyez en fonction des pays, finalement, ce n'est pas une maladie spécifique d'un continent ou d'un pays. Tous les pays du monde sont exposés à cette maladie. Et on voit bien qu'en fait, l'incidence commence à augmenter dès l'âge de 50 ans et avec une croissance au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge. Alors nous, en France, je regarde, voilà, merci. Donc pour la France, on est là en bleu. Bon, il faut chercher le bleu dans le petit tas de tous les pays, mais en tout cas, on est comme les autres dès 50 ans et avec une incidence qui augmente avec l'âge. La diapo suivante. Merci. Donc justement, on va se concentrer un peu à ce qui se passe en France et notamment l'épidémiologie du zona en France. Donc là, ce sont les données 2023, donc les données de l'année dernière. Et donc, vous voyez qu'en France, finalement, tous les ans, on a à peu près 400 cas de zona pour 100 000 habitants. Donc, c'est une incidence qui persiste, hein, malgré toutes les préventions qui existaient auparavant et même la vaccination zona qui devait se faire dès 2016, qui ne se faisait pas puisque la couverture vaccinale jusque-là est très mauvaise, on est en dessous de 1%. Donc, ça persiste à avoir ce nombre de cas, de 400 cas à peu près par 100 000 habitants et par an. La diapo suivante. Donc, en 2023, qui étaient ces personnes? Donc là, on est basé sur les réseaux Sentinelle. Donc, c'est des réseaux un peu de médecins qui sont situés partout en France et qui déclarent les cas à ce réseau. Et avec la déclaration de ces cas, ça permet d'avoir une description des cas, en tout cas en France. Donc, en 2023, il y a eu 1117 cas déclarés, dont 1070 qui ont été décrits. Donc, la majorité, ce sont des femmes. Donc là, vous voyez en rose les femmes, en bleu les hommes. Et si vous regardez bien de près, les histogrammes commencent à augmenter avec une incidence beaucoup plus élevée à partir de l'âge de 50 ans. La diapo d'après. Donc, ce qui fait qu'une incidence annuelle du zona en France, donc tous les ans, c'est à peu près 250 000 cas. Donc là, spécifiquement, c'est 243 000 cas, 475 de cas de zona en France pour cette incidence annuelle. La diapo suivante. Donc, quand on regarde l'âge médian de ces 250 000 personnes, donc l'âge médian était de 65 ans. Et la diapo suivante. Et donc, quand on regarde la concentration, la répartition, en tout cas en fonction de l'âge, donc vous voyez bien que finalement, en rouge en bas dans mon rond, dans mon cercle, la majorité des cas arrivent quand même après 50 ans et après 70 ans, vous avez quand même un taux de personnes qui font un zona qui va être beaucoup plus élevé. La diapo suivante. Ce qui fait qu'en fait, le risque de faire un zona est de 1 sur 4 quand on est dans la tranche d'âge 65 ans et plus, et de 1 sur 2 quand la personne a 85 ans ou plus. La diapo d'après. Ah, ça coupe. J'ai partage, Vanessa. Voilà, merci. C'est revenu normal. Donc, l'autre facteur de risque, donc on a vu que l'âge était un facteur primordial. L'autre facteur de risque qui vient de se surajouter est donc l'immunodépression. Et l'immunodépression, c'est un facteur supplémentaire
supplémentaires. Et donc, sur ces 1117 cas déclarés, il y avait 5,6% des personnes qui étaient immunodéprimées, soit pour une cause médicamenteuse, soit pour une cause de maladie, soit pour une infection par le VIH, par exemple. La diapo suivante. Donc, l'immunodépression, comme je l'ai dit, c'est un facteur additionnel, mais en fait, on peut aussi être immunodéprimé plus jeune. Donc là, on a remis le dessin qu'on avait vu tout à l'heure sur l'immunité cellulaire qui, avec l'âge, d'une manière naturelle, c'est la courbe orange, va descendre à partir de l'âge de 50 ans et devenir vraiment plus basse en vieillissant. Et si vous avez une immunodépression, donc là, c'est les petits pointillés bleus, bah, cet affaiblissement de l'immunité cellulaire va arriver plus tôt. Et donc, parfois, vous avez des personnes qui vont cumuler les deux, qui vont être donc âgés et immunodéprimés. Donc, ceux-là, ils sont encore plus à risque que les autres de faire un zona. La diapo suivante. Donc, dans ces localisations du réseau Sentinelle, les localisations les plus fréquentes étaient des thoraciques, un zona thoracique, près de 36% des cas, un zona abdominal dans 22% des cas, le visage, mais hors ophtalmique, 12%, et puis les membres, c'était plus faible, 6% pour le membre sup ou le membre inf. Et donc, vous voyez, le zona ophtalmique, c'est 5% des cas. Donc, ça reste quand même 50 personnes dans ce réseau Sentinelle. Donc, du coup, l'équivalent de plusieurs milliers de personnes au niveau national, et donc avec toutes les complications qu'on peut avoir lorsqu'on fait un zona ophtalmique. La diapo suivante. Donc, du coup, les complications, donc vous avez vu, on a parlé de la présentation aiguë. Là, vous avez un zona thoracique sur le dessin en haut, sur la photo. Donc, c'est une éruption avec des vésicules qui va donner des douleurs qui vont être lancinantes. Les patients les décrivent semblables à des brûlures ou des coups de poignard. Et après, on peut aussi avoir, lorsqu'on a un zona, des symptômes généraux, comme un mal de tête, parfois une photophobie qui peut être associée. Et le risque, ce sont les complications. Donc, la première complication étant la névralgie post-zostérienne. Et donc, comme vous l'avez bien retenu, on parle de névralgie post-zostérienne si la douleur, qui est donc une douleur neuropathique, persiste au-delà des 3 mois. Après le zona, si la personne a toujours mal, donc ça, on est vraiment là dans la douleur de névralgie post-zostérienne. Ça affecte jusqu'à 30% des patients atteints de zona. Et ces névralgies, vous allez le voir tout à l'heure, elles sont plus fréquentes avec l'âge. L'autre complication, c'est lorsqu'on a un zona ophtalmique. Donc, 25% des patients atteints de zona peuvent faire des zonas ophtalmiques et donc ça va entraîner un risque de perte de la vision. Donc, ça, c'est rare, mais malheureusement, ça existe. Et dans les autres complications, donc ça va être les zonas disséminées, donc notamment chez des personnes immunodéprimées. Donc, ce n'est pas juste un métamère, mais plusieurs. Voilà. Des cicatrices qui peuvent être situées à des mauvais endroits et donc gêner dans la qualité de vie. Le virus de la varicelle et du zona peut aussi passer au niveau du système nerveux et donner des méningites ou des méningoencéphalites. On peut aussi avoir des lésions au niveau de la zone de Ramsay-Hunt, responsable donc de paralysie faciale, et des événements cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, comme des vascularites associées. Donc, ces complications sont rares, mais malheureusement existent, et donc elles sont plus fréquentes quand on est immunodéprimé ou quand on est une personne âgée. À la question, est-ce qu'une personne qui a fait un zona peut refaire un zona? La réponse est oui. Dans les données de la littérature, le risque estimé est de 6%. Vous allez voir que sur les données de 2021, par exemple, données de 2023, ça n'était pas noté, mais sur les données de 2021, ce risque était beaucoup plus élevé de récurrence. La diapo suivante. Donc, voilà, justement, donc, cette notion de rechute, donc, sur le réseau Sentinelle en 2021, les personnes qui recueillaient les informations posaient la question aux patients de savoir est-ce qu'on avait une notion d'un zona antérieur. Cette question n'a pas été posée sur les autres années. Et donc, du coup, 17% des personnes ont répondu oui à leur médecin traitant. C'était dans 27% des cas, aux autres professionnels de santé dans 29% des cas, et 42% quand c'était rapporté par le patient.
Donc, du coup, en fonction des questions posées, on peut en fait retrouver une proportion de rechute beaucoup plus importante que ce qui est décrit dans la littérature de 6%. La diapo suivante. Et en fait, quand on regarde finalement qui sont ces personnes qui font des rechutes et à quel âge ils avaient fait leur première zona, donc la majorité des personnes vont faire un zona entre 6 et 10 ans ou plus tard après leur premier zona. Et donc, vous voyez, il y a 25% des personnes qui vont faire un zona 2 à 5 ans après leur zona antérieure. Diapo suivante. Donc, justement, on parlait de cette première complication, les névralgies ou douleurs post-ostériennes, qui donc, par définition, persistent au-delà de 3 mois d'éruption. C'est la principale complication. Quel que soit l'âge, si on l'estime, c'est à peu près 20% des cas. Et donc là, vous voyez sur les histogrammes que en fait, ces névralgies post-ostériennes, cette fréquence augmente avec l'âge. En vert, vous avez les patients de 70 ans et plus, et vous voyez qu'on peut atteindre 30% à 3 mois, et ces douleurs persistent dans 15% des cas à 1 an. Donc, ce sont des douleurs vraiment invalidantes, très importantes, et malgré tous les traitements qu'on peut mettre, peuvent rester persistantes et entraver la qualité de vie des patients. La diapo suivante. Donc, ces douleurs étant la principale complication, et donc quand on regarde, donc là c'est l'étude Arizona, est-ce que ces patients ont des douleurs qui persistent parce qu'on a commencé le traitement tardivement ou parce qu'on n'a pas mis de traitement? Eh bien non, finalement, 94% des patients avaient reçu un traitement antiviral prescrit, systémique dans 85% des cas, et ça n'a pas empêché la survenue des douleurs post-ostériennes. Et donc, quand on regarde les histogrammes de délai, donc vous voyez qu'après 70 ans, donc ce sont les petits histogrammes blancs, ces douleurs post-ostériennes sont présentes et d'une manière plus fréquente que quand on est plus jeune. La diapo suivante. Merci. Est-ce que finalement ces douleurs post-ostériennes ont un effet sur la qualité de vie des patients? Donc là, c'est une étude qui a été qui s'est intéressée aussi à ça. Donc vous avez en blanc les histogrammes, pas d'effet sur la qualité de vie, enfin pas d'effet sévère. En gris clair, des effets modérés sur la qualité de vie. En gris foncé, des effets sévères sur la qualité de vie. Et en noir, des effets très sévères sur la qualité de vie. Et en bas, vous avez la durée dans le temps. Et donc, vous voyez que finalement, la majorité des patients qui vont signaler donc, même jusqu'à 12 mois, la présence d'un effet modéré à sévère de ces complications, donc la douleur post-ostérienne, sur leur qualité de vie. La diapo suivante. Et donc, du coup, les personnes qui cumulent les deux, l'âge et l'immunodépression, vont, eux, donc malheureusement, cumuler un risque plus important d'incidence de zona, mais aussi de douleurs post-ostériennes. Et donc, les complications liées aux zona chez les patients immunodéprimés augmentent, en fait, ce risque augmente de près de 3,5, et les individus exposés vont être hospitalisés plus souvent, donc plus d'un taux d'hospitalisation qui est près de 42%, une durée d'hospitalisation plus longue, donc près de 14 jours, et une persistance des douleurs plus fréquente, donc près de 32%, et poussant dans 13% des cas à utiliser des opioïdes de palier 3. Et donc, du coup, là, sur les histogrammes, ce sont des histogrammes qui sont entourés de noir, qui correspondent à la population exposée avec un traitement immunosuppresseur, contre le gris sans entourage noir, la population exposée sans traitement immunosuppresseur. La diapo suivante. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué le zona, qu'on a compris que le facteur de risque essentiel était l'âge et que le deuxième facteur additionnel étant l'immunodépression, que le diagnostic doit être précoce pour prendre en charge les patients et que le traitement doit lui aussi être précoce. Donc, lorsqu'on a un zona, on doit débuter un traitement antiviral. Ce traitement doit être systémique, donc c'est vraiment par la bouche. La crème, ça marche moins bien, surtout avec l'âge, dans les 72 premières heures du début de l'éruption.
pour être le plus efficace possible et que vous avez bien compris, ça n'empêchera pas malheureusement les douleurs post-ostériennes, mais ça peut diminuer lorsqu'on démarre le traitement tôt. La molécule recommandée, c'est le valacyclovir, et donc cette molécule étant à élimination rénale, la posologie doit être adaptée en fonction de la fonction rénale. La diapo suivante, donc je vous ai remis là un tableau qui reprend en fonction de la formule de Cockcroft la posologie de valacyclovir en fonction de la fonction rénale. Donc lorsque la clairance est supérieure à 25, la dose pour traiter un zona, c'est de 3 grammes par jour, hein, donc c'est 1 gramme matin, midi et soir pendant une semaine. Lorsque la clairance est entre 10 et 25 ml par minute, là, la posologie est de 2 grammes par jour, donc c'est matin et soir. Et lorsque la clairance est inférieure à 10 ml par minute, la posologie donc, est réduite à 1 gramme par jour. Donc, il est important de connaître la fonction rénale pour mettre la bonne posologie. Et surtout, lorsqu'on a une fonction rénale supérieure à 25 ml par minute, selon les formules adaptées, bah, du coup, dans ce cas-là, c'est posologie pleine de 3 grammes par jour pendant une semaine. La diapo d'après. Bon, donc finalement, on arrive au point où malheureusement, le traitement, certes, il faut le commencer tôt, mais il ne va pas tout éviter et que le plus important, c'est d'arriver avant et prévenir le zona. Donc aujourd'hui, il existe, il n'y a plus qu'un seul, hein, puisque avant, on avait le Zostavax, mais depuis 2024, il n'existe plus. Donc aujourd'hui, la vaccination contre le zona se fait par le vaccin Shingrix. Donc c'est un vaccin qui n'est pas un vaccin vivant, qui est basé donc sur une protéine, la glycoprotéine E du virus de la varicelle et du zona, associée à un adjuvant pour former ce vaccin. La diapo suivante. Donc, ce vaccin a montré son efficacité dans les études chez les personnes de plus de 70 ans, avec une efficacité sur l'incidence du zona de 91,3%, sur les douleurs post-ostériennes de 88%, 89% quasiment, et en plus un effet démontré dans le temps, puisque dans les études, on a eu le recul de prouver qu'en fait cette efficacité sur le zona et sur les douleurs se maintient dans le temps dans 91% des cas. Donc ça, ce sont les données d'essais cliniques. Et ce vaccin contre le zona, il a déjà été autorisé dans d'autres pays, utilisé dans d'autres pays. Et on a donc l'efficacité en vie réelle depuis sa mise sur le marché et qui est donc estimée à 70%. Donc, vous voyez, il y a une différence entre les études et la vraie vie, mais ça, c'est normal. D'autant plus que les personnes qui vont être incluses dans les études sont souvent sans complications, sans comorbidité. Et là, dans la vraie vie, vous avez des personnes qui vont mélanger plusieurs comorbidités, en plus de l'âge, voire de l'immunodépression associée, et donc une efficacité qui est estimée à 70%, ce qui est quand même très important et plus important que le vaccin précédent. La diapo suivante. Donc, le schéma vaccinal, comment on peut prescrire ce vaccin? Donc, le Shingrix, c'est 2 doses à 2 mois d'intervalle, donc une première, puis 2 mois après la deuxième dose. Pour le moment, il n'y a pas de données pour savoir est-ce qu'il faut faire des doses de rappel plus tard, mais il y aura des suivis d'études pour savoir s'il faut faire d'autres doses plus tard. La diapo suivante. Donc, ça se fait en injection intramusculaire et il est co-administrable avec les autres vaccins, donc sur 2 sites différents. Donc, le jour même, on peut, si la personne a besoin, d'être vaccinée contre le zona et la grippe, ou la Covid, ou le VRS, ou le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Donc, il est possible. Alors, bien sûr, on ne mélange pas tous les vaccins dans la même seringue, hein, c'est 2 sites différents. Un vaccin égale 1 site. Par contre, on peut les co-administrer le même jour sur 2 sites différents. La diapo suivante. Donc, aujourd'hui, ce vaccin n'est pas disponible en pharmacie de ville. Il sera probablement disponible en pharmacie de ville fin 2025, mais il est disponible en pharmacie hospitalière au titre de l'accès direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, même si elle est en ville et qu'elle n'est pas hospitalisée, peut venir chercher le vaccin à la pharmacie hospitalière avec une ordonnance sur laquelle est noté vaccin Shingrix au titre de l'accès direct. Cette phrase que j'ai soulignée est importante pour que la pharmacie hospitalière puisse délivrer le vaccin
Et ensuite, la personne retourne en ville, se fait vacciner par le professionnel qu'elle souhaite contre le zona. Ce titre de l'accès direct nécessite en fait qu'il soit rédigé sur l'ordonnance, bien évidemment, le nom, prénom, date de naissance de la personne, cette phrase qui existe, mais la pharmacie a aussi besoin de l'adresse de la personne et son numéro de sécurité sociale, puisqu'il y a une facturation qui va se faire ensuite directement entre la pharmacie et l'assurance maladie sans que le patient ne reçoive aucune facture ou ordonnance ou quoi que ce soit. Donc, du coup, quand on est en ville, en libéral, c'est possible de vacciner nos patients en faisant ce système, donc au titre de l'accès direct, et venir chercher le vaccin en pharmacie hospitalière. La diapo suivante. Donc, qui doit être vacciné contre le zona? Donc, bon, vous avez deviné que l'âge étant un facteur de risque, l'âge étant donc une indication. Et donc là, en France, les recommandations de vaccination et la prise en charge dans ce cas concernent toute personne à partir de l'âge de 65 ans et sans limite d'âge. Le vaccin précédent mettait des limites d'âge. Celui-là, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, une personne qui a 79 ans, 80 ans et qui n'a jamais été vaccinée contre le zona peut bénéficier de cette vaccination pour éviter de faire un zona. La deuxième indication sont les personnes immunodéprimées, mais là, cette fois-ci, c'est à partir de l'âge de 18 ans. Bon, c'est vrai qu'à l'ERVMA, on est peut-être moins confronté à cette tranche d'âge-là. La diapo suivante. Donc, comment ce vaccin est toléré? Donc là, je vous ai mis les données d'études qui ont comparé les personnes qui ont reçu le Shingrix à gauche aux personnes qui ont reçu le placebo. Donc, vous allez remarquer que ce vaccin, il est plus réactogène que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne plus de douleur au site d'injection. Donc, dans 70% des cas à peu près, vous avez une douleur. Dans 40% des cas, il y aura une rougeur. Dans 22% des cas, c'est des gonflements. Donc, c'est des réactions au site d'injection qui restent bénignes, mais il faut prévenir la personne qu'effectivement, ça fait mal et que ça peut être un petit peu rouge. Dans les réactions systémiques associées à cette vaccination, donc la fatigue a été décrite dans 32% des cas, les douleurs musculaires dans 31% des cas, mal de tête 24% des cas, frissons dans à peu près 15% des cas et la fièvre dans 12% des cas. Et puis, vous avez tout en bas des syndromes gastro-intestinaux dans 11% des cas. Donc, en fait, on se rapproche vraiment des effets décrits avec les vaccins, Covid, les douleurs au site d'injection et parfois quelques réactions systémiques. Et donc, ces effets diminuent avec l'âge, comme pour les autres vaccins, finalement. On a plus fréquemment des effets lorsqu'on est jeune que lorsqu'on est plus âgé, puisque notre système immunitaire va réagir avec son immunosénescence d'une manière plus modérée. Diapo suivante. Vanessa, je veux bien que tu passes la diapo, s'il te plaît. Ah. On a perdu Vanessa. Ah, normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne, bon, ouais. Vas-y, essaye de voir celle d'avant, mais je pense... Non, c'est bon, je pense. Non. Oui, c'est bon. Donc, la diapo suivante. Merci beaucoup. Et donc, du coup, deux questions qui peuvent se poser. Est-ce que quelqu'un qui a fait un zona peut être vacciné contre le vaccin zona? La réponse est oui, puisque vous avez vu, dans la littérature, il y a 6% de rechute. Dans les données de vie réelle, on a quand même 17% de rechute. Donc, lorsqu'on a fait un zona, on n'a pas envie de refaire un autre zona et on peut bénéficier de la vaccination. Il y a juste une précaution, c'est qu'il faut attendre 1 an après un zona maladie avant de faire une vaccination complète avec le vaccin actuel, le Shingrix, 2 doses à 2 mois d'intervalle. La deuxième question, même s'ils sont très très rares, est-ce qu'une personne qui a déjà reçu l'ancien vaccin qui s'appelait Zostavax doit bénéficier du nouveau vaccin? La réponse est oui, puisque l'ancien vaccin n'a pas de protection à long terme. Et donc, du coup, dans ce cas-là, ces personnes-là doivent aussi attendre 1 an après l'ancien vaccin Zostavax pour faire le nouveau vaccin Shingrix. Et dans ce cas-là, c'est aussi 2 doses à 2 mois d'intervalle. La diapo suivante. Je crois que c'était ma dernière diapo, donc oui. Merci. Et du coup, ça nous laisse du temps pour les questions qui concernent le zona ou d'autres virus à prévention vaccinale, si vous voulez.
Du coup, si tout le monde a les micros coupés, comment ça se passe pour les questions? Alors, on peut lever la main et on va ouvrir les micros. Celui ou celle qui veut interagir ou envoyer la question dans l'onglet conversation ou questions-réponses. OK. Alors, je vais ouvrir les micros à tout le monde. Normalement, vous avez le micro d'ouvert. Alors, j'ai ouvert le micro à Pauline qui peut pouvoir prendre la parole. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je ne suis pas Pauline, je suis Julie, je suis en deuxième. Je ne sais pas si Pauline n'est pas là, je peux poser ma question. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. C'était à propos des vaccins en général. J'étais à la présentation de Zoa au mercredi du généraliste et il y a un truc qui n'était pas clair pour moi, donc je suis contente d'avoir l'occasion de pouvoir poser la question. C'est à propos de la vaccination des TPC chez la personne âgée. Bon, dans mon cas, c'est en EHPAD, mais en général. Et c'est quoi la conduite à tenir en fait vis-à-vis de l'épidémie de coqueluche? Est-ce que eux aussi on les revaccine si leur vaccination est inférieure à 5 ans ou est-ce qu'on reste sur les 10 ans? Et souvent ici, le problème c'est qu'on n'a pas la date de dernière vaccination. Donc dans ce cas-là, on revaccine au moment où ils entrent et puis après on se recale sur un rythme tous les 10 ans. Il y a deux questions du coup. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, l'épidémie de coqueluche très importante a fait revoir les recommandations. Donc, toutes les personnes qui sont en contact avec des nourrissons doivent avoir une vaccination coqueluche qui date de moins de 5 ans. Pour le moment, il n'y a pas encore eu un élargissement aux personnes en EHPAD pour réduire à 5 ans. Et donc là, pour le moment, on reste à tous les 10 ans, mais une coqueluche tous les 10 ans chez les personnes qui vivent en EHPAD. La problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup ont reçu que le Revaxis, qui ne contient pas la coqueluche. Et donc là, au regard de l'épidémie actuelle, tous ceux qui n'ont pas une coqueluche récente, il va falloir leur faire. En respectant, vous aviez dit, je crois, Le délai de 10 ans. de 1 an entre de 1 mois entre un Revaxis et un Repevax. C'est ça simplement. Exactement. Et donc, tous ceux qui ont eu un Revaxis ou dont on ne connaît pas le statut vaccinal, en fait, on leur propose un Repevax. Exactement. Ok, merci. Vous nous Pauline, entendez? non. Est-ce Oui. que vous nous entendez? Oui. Oui, on vous entend. Bonjour, excusez-nous. Alors nous, ça a coupé à un moment donné durant la visio, donc on a peut-être loupé le passage où vous évoquiez la contamination. Comment se faisait la contamination du coup par rapport au zona? On se posait la question, parce que nous, on a eu 2 cas sur notre établissement, mais il n'y a personne qui a eu la varicelle. Voilà, comment s'est déclaré le premier cas en fait? Donc, en fait, c'est une réactivation du zona que la personne elle a elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la varicelle où on peut avoir des contaminations par gouttelette. Oui. Le zona, vous allez réveiller le virus qui est en vous lorsque vous êtes âgé, lorsque vous êtes immunodéprimé, lorsque vous êtes en état de stress, sans forcément croiser le virus lui-même. Donc, le cas peut arriver comme ça. Et après, on peut transmettre à d'autres. Dans le zona, c'est au contact. Il n'y a pas de sécrétion virale dans les sécrétions respiratoires, mais par le contact, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Après, il y a peut-être des questions dans le chat. Oui. Combien de temps il passe le vaccin? En fait, là, aujourd'hui, on a des données de recul jusqu'à 7 ans d'efficacité qui montrent qu'à 7 ans, on est toujours à 91% d'efficacité. Ce qui veut dire que c'est plutôt une protection qui est à plus long terme. Et donc, le temps qui va passer va nous montrer si ça dure plus longtemps ou est-ce que dans 10 ans, il faudra faire une dose de rappel. Ça, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, 2 doses, c'est efficace à 91% jusqu'à 7 ans dans les données de la littérature. Alors, du coup,
Question pour l'enregistrement sera-t-il disponible? Ouais, j'ai pu répondre, c'est bon. Ça c'est au Ok. niveau de l'organisation, donc je peux le dire à tout le monde, mais c'est vrai que suite à ce téléstaff, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube du CHRU. Alors, pas immédiatement, mais d'ici quelques jours. On établira un compte rendu qui vous sera envoyé à tous et après chaque téléstaff, on réalise une fiche pratique qui reprend l'essentiel du contenu avec les réponses à toutes les questions qui ont été posées, qui paraît dans la revue de la gériatrie et qui est envoyée tous les semestres à tous les professionnels des EHPAD et du domicile. Voilà. Si personne lève la main, j'en profite. Allez-y. Juste, donc là, j'ai bien noté qu'on peut avoir le vaccin pour le Zona en s'adressant à l'hôpital en mettant au titre de l'accès direct. Et dans ce cas-là, il sera pris en charge? Oui, il sera pris en D'accord. charge à 100%, mais la seule chose pour que ça soit pris en charge, la pharmacie de l'hôpital, elle a besoin de la carte vitale de la personne pour avoir son numéro de sécu, de son nom, prénom, adresse. Enfin voilà, et si ce n'est pas la personne elle-même qui va chercher le vaccin, il faut quand même prévoir pour la pharmacie le nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et Ouais. numéro de sécurité sociale. Donc, je crois que vous aviez dit que ce serait remboursé à partir de la fin de l'année 2025. Donc là, ce sera disponible en ville pour tout le monde, plus facilement. Oui, c'est déjà remboursé quand c'est une délivrance hospitalière, mais Oui, fin 2025, ça sera en ville pour tout le monde. d'accord. Ok. Et pour le vaccin, il y en avait un autre qui était nouveau, c'est le VRS. Le Oui, remboursement est encore en attente. oui, pour le moment, il n'est pas encore. Normalement, ils ont dit octobre, mais en même temps que la campagne grippe, mais pour le moment, c'est pas encore. C'est vrai, ça serait bien de pouvoir faire les trois tant qu'à faire, mais ok. En gros, je profite parce que finalement, dans le calendrier vaccinal des personnes âgées, il y a quand même 6 maladies maintenant contre lesquelles ils doivent être protégés. Donc, un, c'est diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, comme l'a dit Julie. 2, la grippe, mais ça, vous le savez. Pour la grippe, le vaccin haute dose, donc les Fluelda qu'on avait les années précédentes, ne sera pas présent cette année, disponible cette année en France. Hein. On n'aura pas ce vaccin-là, donc il faut revenir aux anciens pour cette année. Troisième maladie, c'est la Covid, mais ça, vous le savez, surtout quand vous êtes en EHPAD. Et donc, le rappel va démarrer, la campagne de rappel démarre en octobre, le 14 octobre, en même temps que la campagne grippe. Quatrième vaccin, c'est le pneumocoque, donc avec tous les facteurs de risque cardiaque, pulmonaire, neurologique, toutes les autres pathologies associées font que les patients âgés peuvent bénéficier du pneumocoque. Et aujourd'hui, c'est un vaccin unique, le Prevnar 20. Cinquième maladie, c'est le Zona, donc on vient d'en parler. Donc à partir de 65 ans maintenant, c'est pour tout le monde. Et la sixième maladie, c'est le VRS. Donc ce vaccin contre le VRS pour la personne âgée est recommandé à partir de 75 ans pour tous. Et à partir de 65 ans, si j'ai des problématiques respiratoires ou cardiaques. Mais c'est pour celui-là, le VRS, qu'on attend le remboursement à l'automne pour protéger nos patients. Sachant que le VRS, donc le virus de la bronchiolite chez les enfants, est responsable d'atteintes pulmonaires chez les personnes âgées, avec des hospitalisations, y compris en soins intensifs, et des durées d'hospitalisation plus longues. Comme pour la grippe, en fait, pas plus de décès que la grippe, mais des hospitalisations plus fréquentes et des atteintes pulmonaires plus fréquentes. Si personne pose de questions, j'y vais encore. Juste, j'ai vu là avec regret que le site Vaxi-Covid avait fermé et qu'on n'y avait plus accès. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans le DMP qui remplacera ou parce que c'était en fait pour le coup, on savait bien le statut vaccinal des gens grâce à ce site-là, mais que pour le Covid. Bon, mais j'aurais préféré qu'on l'étende à tous les vaccins plutôt que de le fermer. Mais oui, on enfin, est bien d'accord. C'est malheureusement une fermeture administrative du site pour raisons financières, hein, mais c'est un site qui servait bien tout le monde. L'assurance maladie qui entretenait ce site l'a fermé le 28 juin. Et effectivement, il aurait été, je suis d'accord avec vous, plus intéressant de le recycler pour mettre tous les vaccins des patients que de le fermer. Alors, ce qui a été dessus est normalement basculé sur mon espace santé des patients s'il est ouvert.
pour les vaccins Covid. Bon, sachant qu'en fait, les antériorités aujourd'hui, entre guillemets, à part sur le côté administratif, ne servent pas sur le côté médical, puisque quel que soit votre statut antérieur, vous êtes censé recevoir une dose de rappel à l'automne quand vous êtes dans la population ciblée. Merci. Il y a une personne qui a levé la main, Charlotte, je crois, c'est ça? C'est bon, je pense, à moins que vous ayez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Il faut ouvrir le micro. Normalement, il est ouvert. Donc, en haut, voilà. Pardon, c'est moi qui n'avais pas Oui. ouvert mon micro. Bonjour, docteur Macaroun. Je voulais vous demander justement pour les flux ELDA, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus pourquoi il n'est pas disponible cette année, s'il vous plaît? Ben, oui. Alors, c'est passé dans les médias. Hein, donc, c'est on va dire, comment dire pour rester politiquement correct, c'est une mésentente financière entre le laboratoire qui le fabrique et l'État français. D'accord. L'État français voulait proposer des prix trop bas. Mais, visiblement, l'État français proposait un prix qui ne plaisait pas à Sanofi, donc la France ne bénéficie pas de ce vaccin pour cette année. Éthiquement, c'est tout à fait recevable, ça. D'accord. Et s'il avait été disponible, c'est le vaccin idéal pour les personnes âgées. Ah oui, bien sûr. Enfin, les vaccins haute dose, pendant 4 ans, on a fait des formations dessus. Enfin, les données de la littérature sont claires. Hein. On a un bénéfice de réponse immunitaire de 25% supérieur au vaccin standard lorsqu'on est personne âgée. Donc, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut faire le standard, hein, bien sûr. Hein, il faut quand même faire le standard puisqu'on n'a que ça. Mais le jour où le haute dose reviendra, s'ils arrivent à s'entendre, il va falloir basculer dans les hautes doses. Hein, on est bien d'accord. Même au prix de plus d'effets secondaires, parce que souvent, la première raison pour laquelle ils ne veulent pas se vacciner, c'est bah oui, mais je vais être patraque. Franchement, alors après, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, nous, on l'a utilisé et même quand on regarde les données de la littérature, il n'y a pas plus d'effets secondaires que le standard. Sachant que ça reste dans l'ordre quand même du raisonnable, hein, d'être un peu patraque pendant 24 heures, c'est mieux que d'attraper la griffe, de se retrouver hospitalisé et de la transmettre à tous les autres membres de l'EHPAD. Oui. Là, moi j'en suis convaincue, hein, mais c'est la discussion éternelle avec les patients sur leur motivation à faire ou ne pas faire le vaccin contre la grippe, quoi. Et donc là, on parlait des personnes âgées, mais il y a aussi toute la population des professionnels de santé. Voilà. Oui, bah, effectivement, vous touchez une cible qui est difficile aussi à faire obtenir une couverture vaccinale élevée et pour des raisons que moi j'ai du mal à comprendre, hein, mais bon, après on peut l'entendre, hein, c'est que c'est différencié en fonction du statut du métier du professionnel de santé. Les médecins se vaccinent plus que les infirmières plus que les aides-soignants plus que les AP. Enfin, voilà, donc on voit en fait une baisse de la couverture vaccinale en fonction de ce qu'on fait comme métier. Peut-être aussi en fonction de ce qu'on a compris de la maladie et de sa gravité. Ça joue aussi dans la vaccination et dans la couverture vaccinale. L'OMS demande à ce qu'on... Vous disiez, oui. Non, pardon. De ce qu'on a vu ou rencontré en clinique aussi, peut-être chez nos patients. Oui, bien sûr. Les expériences jouent aussi. Merci. Merci Charlotte. Il y avait levé la main pour poser une question. Oui, je vous laisse la parole. J'avais relevé la main, mais en fait, vous venez d'en parler. C'était quel truc et astuce, enfin, quel conseil on peut donner pour favoriser l'adhésion à la vaccination. Ce sera ma deuxième campagne de grippe en EHPAD et l'année dernière, on était avec des taux de vaccination pas bons du tout, mais
je ne sais pas à quoi dire parce qu'on parle du fait qu'on a une population fragile et qu'il faut les protéger, se vacciner pour les protéger, pour vacciner les enfants, enfin, pour protéger les enfants chez soi éventuellement, mais il n'y a pas d'argument qui a un impact suffisant. J'ai appris là, au JVMA cette année le côté protecteur cardiovasculaire de la vaccination contre la grippe. Bon, sur les complications cardiovasculaires de la grippe, je ne suis pas très claire. Ça, moi ça me paraît être un impact important, mais je pense pas que ça passera non plus, et je ne sais pas quoi dire si vous avez une parole magique. Non, si j'avais une parole magique, j'améliorerais la couverture vaccinale dans notre hôpital, mais on est comme vous à l'EHPAD, hein, donc rassurez-vous. Oui. Donc non, je pense qu'en fait, il ne faut pas baisser les bras et que tout 2% gagnés par an, c'est toujours ça. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout lutter contre les idées reçues et surtout les transmissions d'informations entre collègues qui vont finir par convaincre d'une manière négative ceux qui étaient hésitants. Donc, il faut arriver en amont de tout ça. Et donc, peut-être que si vous avez le temps d'essayer d'organiser quelque chose d'information dès maintenant, avant que la campagne arrive, auprès des professionnels des EHPAD où vous êtes, pour expliquer et répondre aux idées reçues, puisque en fait, quand on discute avec les gens, il y a des idées reçues du même style que celles qu'on pouvait voir avec le Covid. Et puis après, il y a la Covid qui a fait du mal, hein, puisque les gens en ont marre et il y a une confusion entre grippe, Covid. Les gens, on a beau expliquer que ce sont deux virus différents, que ça n'a rien à voir, il y a toujours cette confusion. Merci. Après, nous, on a reçu des flyers, mais je crois que c'était de Santé publique France, qui expliquait qu'ils avaient fait une étude et qui montrait que si on montrait que les professionnels qui voulaient bien montrer qu'ils étaient vaccinés, c'était plutôt entraînant, dans une petite proportion, mais c'était plutôt entraînant. Et puis là, moi je travaille aussi en EHPAD, je suis médecin coordinatrice, et j'ai entendu des collègues qui faisaient partie du DU de la médecine de la personne âgée de l'année dernière, qui a fait une présentation sur la grippe et qui a recherché effectivement des stratégies d'amélioration, et qui disait que de travailler peut-être avec un des soignants de son EHPAD en binôme, médecin et soignant, évidemment un soignant qui se vaccine, pouvait aussi ouvrir un dialogue ouvrir le dialogue un peu différemment sur la grippe et sur la vaccination, et peut-être favoriser les résidents, les professionnels à se vacciner. Je ne sais pas si de ce côté-là, vous, Dr Macaroun, vous aviez des éléments ou... Oui, vous avez raison. Après, je pense qu'il y a des éléments qui marchent bien pour ceux qui ne sont pas hermétiques à la discussion, hein, parce que des fois, vous vous heurtez à des personnes, de toute façon, on perd notre temps. En fait, surtout dans les EHPAD, et ça a été démontré, parce que souvent, l'excuse, c'est de dire « mais eux, ils sont vaccinés ». Oui, mais ça, les données de la littérature le montrent. Vacciner tous les résidents à 98% ne suffit pas à les protéger. Vacciner, le combo gagnant, c'est vacciner les résidents et les professionnels, puisque les résidents, par définition, ils sont immunosénescents et que leur réponse vaccinale va être moindre que nous, immunocompétents, et que ce qui marche bien, c'est que quand tout le monde est vacciné, soignant et soigné. Et ça, voilà. Et donc, effectivement, l'argument que Julie a aussi dit, c'était de se dire on a tous une vie à l'extérieur de notre milieu professionnel et qu'on sert de vecteur de maladie pour nos familles, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos grands-parents, qui peuvent aussi attraper la maladie par nous, puisqu'on leur ramène à la maison. Et après, travailler avec des gens du terrain, mais qui soient effectivement plutôt positifs. Mais voilà, on rentre dans ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Donc là, c'est de l'énergie et du temps, surtout. C'est vrai.
C'est vrai. Après, je rajouterais juste, en tant qu'organisatrice des téléstaffs, par exemple, aujourd'hui, le Zona, ça génère beaucoup de questions et c'est super. Vous parliez des professionnels qu'il faut aussi mobiliser sur la prévention, notamment avec la vaccination. Le téléstaff est un vecteur d'information aussi pour tous les professionnels. Et peut-être vous, je ne sais pas si vous êtes médecin, euh, mais en tout cas, peut-être ça peut être votre rôle, par exemple, c'est un exemple, hein, mais vous venez de suivre le téléstaff, de pouvoir aller diffuser les infos dans la structure où vous travaillez, pas pour faire de la propagande pour la vaccination, mais en tout cas pour faire un retour d'expérience sur les infos que vous avez eues. Euh, Ça passe aussi par ça, le fait de, de motiver les troupes un petit peu dans chaque structure. Vous voyez pas, mais il y a d'autres personnes qui sont autour de D'accord. moi. Ah, Et très puis bien. là, Ouais, super. exceptionnellement, on n'a pas d'aide-soignante, mais d'habitude, on a des aides-soignantes. Très bien. Ouais, c'est parfait. On va peut-être terminer ce téléstaff avec la dernière question qui était si on n'a jamais eu la varicelle en tant qu'enfant, est-ce qu'il y a un risque d'attraper un zona? Ben, si on n'a jamais eu la varicelle, on risque de faire la varicelle. Et là, c'est vraiment pas drôle du tout, surtout si on l'a fait adulte avec des complications importantes, hein, pulmonaires, cérébrales, vasculaires. Donc, voilà. Donc ça, c'est si on n'a pas eu la varicelle, il faut être vacciné contre la varicelle, évidemment, pas attendre de grandir et choper la varicelle adulte, ça c'est mauvais. Et deuxième chose, c'est que du coup, le virus de la varicelle en France, il circule énormément. Donc la probabilité que la personne vieillissant ne croise pas la varicelle, elle est quasi nulle. On verra plus tard hein, si jamais tout le monde sera vacciné comme les États-Unis, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Très bien. Alors, on a une dernière info. Bonjour, j'ai eu 56 ans. J'ai 56 ans, j'ai eu un zona étant petite et un zona vers 40 ans. Je peux encore en avoir. J'imagine que c'est une question. Oui, oui, oui. En fait, vous avez fait des zonas même plus jeunes que la moyenne, ce qui veut dire qu'en vieillissant, votre système immunitaire peut aussi vous faire faire des zonas, bien sûr. Et du coup, bah, quand vous aurez l'âge de 65 ans, faites-vous vacciner contre le zona pour ne plus en faire plus tard en vieillissant quand vous serez plus à risque avec l'âge. Eh bien, je pense qu'on peut clôturer ce téléstaff s'il n'y a plus du tout de questions. Merci beaucoup, Zoa, pour cette intervention, pour ce partage d'informations. J'ai gardé ta présentation que je vais pouvoir diffuser à l'ensemble des professionnels de la région. Et puis, il y aura un compte rendu et une fiche pratique, et effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure. On se retrouve donc pour le prochain Télésaf le 22 octobre et on parlera du care design. Alors, le care design, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une méthode de conception créative basée sur les usages et la prise en compte des fragilités individuelles, sociétales et environnementales. Tout un programme assez nouveau que je vous invite à suivre du coup le mois prochain. Donc, ça sera le 22 octobre. Voilà, merci à tous d'avoir été présents. Merci Zoa, merci beaucoup. Et puis, je vous dis au mois prochain. Bonne journée, au revoir.